parti pour aujourd'hui. Une motion de censure a donc été votée mercredi, provoquant la chute du gouvernement Barnier. Il a présenté sa démission au président Macron. On va écouter les mots employés par le Premier ministre démissionnaire à la tribune pour dénoncer cette alliance des contraires entre le Rassemblement national et la gauche, notamment la France insoumise. Écoutez-moi bien et souvenez-vous, dans quelque temps, cette réalité-là, elle se rappellera à tout gouvernement, quel qu'il soit. Ce que je redis avec gravité devant vous, c'est que cette motion de censure, au moment où vous vous apprêtez sans doute, dans cette conjonction des contraires, à approuver, cette motion de censure rendra tout plus grave et plus difficile. Michel Onfray, vous êtes d'accord? Ça rendra tout plus grave et plus difficile, cette motion de censure, ou pas? Non, je pense que c'est su dès le départ. C'est-à-dire que dès qu'il est monté sur son siège, on savait que c'était un siège éjectable et que Marine Le Pen disposait du bouton. Et donc, elle a choisi l'opportunité qui est la sienne. Pas grand-chose à voir avec la France et les Français, mais personne dans cette affaire ne joue la carte de la France et des Français. Tout le monde joue la carte personnelle. Chacun songe à l'élection présidentielle. Et on voit que de Gabriel Attal jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Marine Le Pen, qui elle est dans des histoires judiciaires, tout le monde est en train de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que Macron parte le plus vite possible et que je puisse le plus vite possible me retrouver devant les électeurs parce que c'est moi qui serai élu. Ils en sont tous dans cette logique-là, ils sont tous là-dedans. Donc la France, tout le monde s'en moque, les Français, tout le monde s'en moque. D'ailleurs, la dissolution, elle se fait sur quoi? Sur une espèce de prétexte qui est ridicule. C'est-à-dire vraiment quand on voit ce pourquoi les gens votent la censure, on se dit non, ça ne peut pas être ce genre de motif. Parce que la dissolution, c'était oui, pardon. Oui. Oui. Et c'est un prétexte parce qu'effectivement, il faut refaire un calendrier qui n'est que le calendrier des égaux. Et reconstruire un budget, puisqu'il faudra une loi spéciale pour faire passer au moins une partie du budget d'ici la fin de l'année. Voilà. Mais le pire, c'est Emmanuel Macron nous disant coupable de rien, responsable de rien. On va l'écouter dans un instant, mon cher Michel. De fait, ce sont tous ces gens-là qui sont coupables, lui compris. Bon. On va écouter Marine Le Pen, parce que c'est elle, évidemment, c'est le Rassemblement national qui a fait basculer la motion de censure, en joignant ses voix à celle du NFP. Elle a engagé un bras de fer avec Michel Barnier, parce qu'elle jugeait le projet de budget extrêmement mauvais, néfaste pour ses électeurs, pour le pouvoir d'achat des Français. Et sur notre antenne, sur CNews, elle a estimé que ce n'était pas un coup politique. Écoutons-la. La censure n'a pas été un coup politique, ça a été un acte politique. Qu'il nous est apparu que s'attaquer aux malades, s'attaquer aux retraités, s'attaquer aux entreprises au moment où il y a 65 000 défaillances, qu'on est dans un record de défaillances d'entreprises historique, était profondément néfaste pour les Français et pour le pays. Face à cela, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de faire tomber le budget pour pouvoir retravailler sur un nouveau budget. Et c'est ce que nous avons décidé de faire hier. Voilà. Est-ce qu'elle est convaincante, Marine Le Pen? Non, pas du tout. Elle pense à ses électeurs et à la France ou pas? Elle le dit. Mais elle imagine qu'un acte politique ne pourrait pas être un coup politique. Mais bien sûr que si. D'ailleurs, si vous faites un coup politique, vous faites en même temps un acte politique. Donc la rhétorique est un peu courte, c'est pas suffisant. C'est un acte politique qui est en même temps un coup politique. Et on voit bien que dans son dispositif, elle dit « Vous m'avez méprisé, vous m'insultez, vous estimez que nos électeurs n'existent pas. » Eh bien, c'est pas faux. Non, mais elle a raison sur ce terrain-là, bien sûr. Et elle dit « Je vais vous faire voir qui est le chef là-dedans. » Et elle dit « Je baisse le pouce et c'est terminé pour M. Barnier, qui aurait dû le savoir. » Simplement, il y a un grand silence dans cette aventure, c'est qu'évidemment, la France, tout le monde s'en moque, mais l'obsession, c'est l'Europe. L'Europe fait la loi derrière tout ça. C'est-à-dire, tous ils sont en train de nous dire il faut ceci, il faut cela, etc. Mais c'est l'Europe qui décide. Si Mme Ursula von der Leyen décide, et on le verra tout à l'heure, de signer le Mercosur et que la France ne veut pas, même si Macron dit en l'état actuel, je suis contre, c'est elle qui fait la loi. D'ailleurs, elle ne sera pas là tout à l'heure. Et on comprend pourquoi. Et on voit bien que la feuille de route du Premier ministre, c'est la feuille de route de Bruxelles. Donc M. Barnier, il peut être plein de bonnes intentions, toujours est-il que la feuille de route, elle lui est donnée par Bruxelles et qu'à un moment donné, où il dit est-ce que je peux aller jusque-là, et puis là, et Marine Le Pen le teste pour voir jusqu'où elle peut aller, puis après on prend prétexte de 10 € par mois. C'est beaucoup 10 € par mois quand on gagne pas grand-chose, et qu'on fait partie des gens modestes. Mais ça ne peut pas suffire pour parler de la France, des Français, etc. Il faut un grand projet, et tant qu'on est dans la logique du restons dans les limites de Maastricht, dans les limites de Schengen, dans les limites de ce traité européen de 92, puis de 2005, puis etc., rien ne changera. Donc tout ça, ce sont des paroles en l'air. On a parlé de Marine Le Pen, on vient de l'écouter, sa stratégie. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui était présent dans l'hémicycle, ça ne vous a pas échappé. Il était dans les tribunes, évidemment, parce qu'il n'est pas élu. Il a assisté à la chute du gouvernement Barnier, et les députés insoumis ont salué l'adoption de cette motion de censure. On va écouter Mathilde Panot, qui salue un jour historique. Aujourd'hui est un jour historique,
qui porte un signal puissant pour l'ensemble du pays. Et ce signal est le suivant. Le seul souverain en République et en démocratie, c'est le peuple. Le seul souverain, c'est ce peuple qui, à tout moment, peut décider que nous pouvons changer le cours de l'histoire. Michel Onfray, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Mathilde Panot estime que c'est un jour historique, selon elle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que si vraiment le peuple est souverain, quand le peuple vote Marine Le Pen, il est souverain aussi. C'est assez sidérant, ces gens qui ont un petit peuple à disposition, leur petit peuple, et puis le reste du peuple, c'est non. Donc si le peuple est souverain, moi je suis entièrement d'accord. À ce moment-là, écoutons et elle et le Rassemblement national. Je ne vote pas Rassemblement national contre la France insoumise, je vote les deux. En disant il faut que les Français soient représentés, tous les Français, y compris les Français qui n'ont pas voté, parce qu'on parle de 3 tiers d'une certaine manière, mais je vais faire presque une plaisanterie, c'est 4 tiers, c'est un 4 quarts la France. Il y a un quart qui n'a pas voté, c'est quand même 40 ou 50% des gens, ce qui est beaucoup, et demandons aux sociologues qui sont ces gens. Donc c'est plus qu'un quart. Oui, non, c'est pour ça que je plaisante sur ce chiffrage, en disant que pour moi la France n'est pas coupée en 3, elle est coupée en 4. Et donc une partie qui ne vote pas du tout, parce qu'elle dit c'est fini, on n'y croit plus. Depuis 2005, vous nous avez demandé notre avis avec le traité constitutionnel, on vous a dit non. En 2008, les politiques de droite et de gauche ont dit finalement vous l'aurez tout de même. Donc il y a des gens qui disent moi je reste chez moi, je ne vais pas voter, ça sert à rien du tout. Puis après vous avez un bloc centriste. Et puis alors centriste, c'est-à-dire il y a des gens que ça gêne un peu à droite et à gauche, parce que la droite aujourd'hui elle est centriste, la gauche elle est centriste. Qu'est-ce qui distingue Juppé de Fabius, Mitterrand de Chirac sur l'essentiel? Des questions de style, des questions de personne, puis à la marge des petites choses, du sociétal, puisque c'est là-dessus qu'on excite tout le monde. Est-ce que vous voulez louer les utérus ou pas louer les utérus? Ah là on a des progressistes puis on a des fascistes qui s'opposent. Mais globalement, tout ce monde-là défend la même chose. Donc qu'ils arrêtent de faire semblant de s'opposer. Ils ne s'opposent pas. Quand Vallot, quand les socialistes, peu importe les noms, hein, mais quand les socialistes sont au pouvoir, ils font de la politique de Macron. D'ailleurs, le macronisme, c'est quoi? C'est 3 quarts de gens qui viennent du Parti socialiste. Et quand les républicains sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? La politique que Macron fait quand il est au pouvoir et que les socialistes feraient s'ils revenaient au pouvoir, etc. Donc ils arrêtent de nous parler de la France. Ils font exactement la même politique. Et ce sont des problèmes d'ego. Alors oui, Madame Panot a raison, c'est une journée historique pour Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, on voit cette photo, il est goguenard et il fait ce signe. Hein, on voit bien la photo. Il montre le pouce en haut. C'est bien, on a bien bossé, etc. Mais qu'ils ne prennent pas la France en otage, ni les Français en otage, ni le peuple en otage. Moi, je suis pour le peuple souverain, y compris, je vous le dis, jusqu'à Madame Panot. Le peuple vote, et puis on fait avec le peuple. On ne dit pas, comme Emmanuel Macron, il y a 3 groupes, et finalement, sur ces 3 groupes, il n'y en a qu'un qui va gouverner. Et les 2 autres, ce seront les gens qui resteront définitivement au fossé. Ils ne font pas partie de l'arc républicain. Puis après, on dit, c'est pas compliqué. Moi qui suis dans la France insoumise, si un député Rassemblement national, un ministre Rassemblement national, ne rêvons pas, on vote la censure. Et puis même chose, Marine Le Pen qui dit si, etc., etc. Donc on voit bien que c'est bloqué et que la seule façon de débloquer, c'est pour le président de la République de dire retournons au peuple, puisqu'ils sont tous en train de parler du peuple. Retournons au peuple, allons-y. Au vote. Autodissolution du chef de l'État, qui dit voilà, on va faire une. D'ailleurs, il faut voir avec des constitutionnalistes, mais de dire on refait une présidentielle avec en même temps les législatives et on obéit aux résultats populaires. C'est-à-dire les institutions ne sont pas faibles. Ce sont les gens qui sont à la tête de ces institutions qui sont des cyniques et des pervers et qui les utilisent juste à leurs propos personnels pour des histoires de carrière. On va écouter dans un instant ce qu'en pense Emmanuel Macron. A priori, il n'a pas l'intention de démissionner. Juste les Français, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? On leur a posé la question, écoutez leurs réponses, souvent pleines de bon sens. On va avoir une lutte de personnes, je pense, qui vont essayer peut-être pas de construire, mais moi je dirais plutôt un peu détruire plutôt. Voilà. Pas très optimiste, on va dire. Je m'en balance. Il faudrait ni gauche, ni droite, ni... il faudrait juste quelqu'un du peuple. Ni Macron, ni bidule truc, ni Le Pen, ni rien. Voilà. La seule solution, ça va être probablement la démission du président, qui est le blocage actuel aux problèmes rencontrés. Bon, je pense qu'on s'en sortira. Hein. De toute façon, on n'a pas forcément besoin d'eux, j'ai pas l'impression en tout cas. Après, peut-être que ça va être les problèmes, tout ça, mais bon, pour l'instant, moi, je suis pas plus inquiet que ça, non. Voilà pour les Français, Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Et il y a du bon sens dans ce qu'il dit. Il y en a qui disent on veut plus rien, en fait. Oui, plein, mais tous ces gens sont pleins de bon sens et ils disent quelque chose que le général de Gaulle avait déjà dit. Je rappelle que quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, il fait un gouvernement en 1946 où tout le monde se trouve. Tout le monde, sauf les collaborateurs.
Il part de loin, lui, parce qu'il part de communistes qui ont été pendant 2 ans, qui ont collaboré avec les nazis, puis qui, après Barbarossa, se sont mis à résister en 1941. Et il part de vichistes et de maréchalistes. Il a quand même mis un secrétariat d'État à François Mitterrand, qui, lui, a été décoré de la Francisque des mains même du maréchal Pétain. C'est-à-dire que, vous voyez un petit peu avec qui il compose, lui. Un arc il compose avec tout le monde. Alors ça, pour le coup, c'est un arc républicain. Moi, je suis pour ça aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut trouver les moyens de donner des postes de ministres à des gens de la France insoumise. Et qu'il faut donner des postes également aux gens du Rassemblement national, qu'on arrête cette espèce de mythologie et qu'on fasse enfin de l'histoire, qu'on arrête de dire on va faire un gouvernement d'union nationale, mais juste avec nous. C'est-à-dire un gouvernement d'union nationale dans lequel 10 millions de gens qui votent, je me trompe peut-être sur les chiffres, mais pour Marine Le Pen n'existe pas, 10 millions de gens qui votent pour les socialistes n'existent pas non plus. Et puis, pour la gauche. Pour la gauche. Et puis, je ne sais pas combien, mais 40% des gens qui ne votent pas n'existent pas non plus. À un moment donné, il faut arrêter de faire de la politique politicienne, arrêter. Il faut que les gens sachent qu'Hitler est mort. Il faut arrêter avec Hitler, avoir Pétain partout, Vichy partout, Radour partout, de nous dire que les gens qui nous disent on défend le peuple juif sont des antisémites qui se cachent, pendant que ceux qui sont des vrais antisémites sont des gens dont on dit qu'ils sont le progressisme ou ce genre de choses. Il y a un moment donné où il faut un général de Gaulle qui soit capable de dire bon, l'intérêt national c'est quoi? L'intérêt de la France c'est quoi? Le bien public c'est où? Et est-ce qu'on ne peut pas rencontrer des gens qui, plutôt que de se dire ah mais moi j'ai 38 ans ou j'ai 28 ans ou 29 ans, j'ai envie d'être Premier ministre et puis j'ai envie d'être président de la République, on en a assez de ces gens. On veut juste des gens qui nous disent est-ce qu'on ne pourrait pas finir par d'arrêter de se taper sur la tête comme ça, comme depuis les guerres de religion. Mais c'est ça la France, les guerres de religion. Les protestants et les catholiques s'assassinent. Après ça, ce sont les robespierristes qui assassinent les Girondins. Après ça, ce sont les Dreyfusards qui, etc. Puis après ça, ce sont les vichistes qui, etc. etc. On n'arrête pas dans l'histoire de France de cultiver la haine. Si vraiment on veut à un moment donné... Tout se finit toujours dans la violence? Dans le sang. Et le plus grave, c'est que... Enfin, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je dirais, il y a un moment donné où l'histoire s'écrit avec le sang, et si ça devait arriver aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un chef de l'État soit capable de tenir les choses. De les tenir, c'est-à-dire de faire un usage de la police, de l'armée, des services secrets, des services de renseignement, etc., et qui soit vraiment républicain. On va écouter Michel Onfray, le président Macron. Il s'est exprimé à la télévision. Il a dit vouloir un gouvernement d'intérêt général. Il va annoncer sa nomination, j'imagine, dans les prochains jours. Il refuse d'assumer, c'est intéressant, on va l'écouter, l'irresponsabilité des parlementaires qui ont constitué ce front qu'il qualifie d'anti-républicain. Et puis on va écouter dans la foulée la réponse qu'il apporte à ceux qui lui demandent de démissionner et de quitter le pouvoir. Emmanuel Macron. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain, et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans. Et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays et à votre protection à tous. Voilà pour Emmanuel Macron, effectivement, à la fois sur le fait qu'il ne va pas démissionner et sur son irresponsabilité. Qu'est-ce que vous répondez, Michel Onfray? Il n'a vraiment pas honte. Je dirais, il y a une mémoire de poisson et puis une intelligence de canari. Mais enfin, quand même, les choses sont... Parce que c'est lui qui a produit une dissolution. Oui, c'est ça, la dissolution. C'est lui, il a quand même... Mais la motion de censure, c'est pas lui. Non, mais c'est la suite, tout ça. Ça s'appelle de la cohérence, de la conséquence. Et on apprend ça à des élèves de terminale quand on est prof de philo, les causes, les effets, la causalité, la rationalité. Enfin, lui qui se pique de philosophie, il a l'air de dire que ça tombe du ciel. Il y aurait juste lui qui serait tellement génial que finalement, on aurait du mal à le comprendre parce qu'on n'arrive pas à le suivre. C'est une intelligence qui est tellement fine, affinée, que personne ne comprend rien à rien. Jadis, Georgina Dufour avait inventé le responsable mais pas coupable. Alors lui, il est responsable de rien, coupable de rien. Il a quand même jeté une grenade dégoupillée dans les jambes des Français. Avec la dissolution, en disant vouloir rendre la parole au peuple. Oui, mais c'est ce qu'il dit à l'époque. Il lance une grenade dégoupillée. Puis d'un seul coup, quand il a lancé une grenade dégoupillée, il y a plein de gens qui ont perdu des jambes. Et il dit, mais moi, je suis pas responsable de rien, coupable de rien. C'est honteux. Enfin, c'est honteux. Et puis après, il nous dit, je suis là pour respecter, etc. Il respecte rien du tout.
Je vous le rappelle, c'est-à-dire mais quand il dit « mon mandat m'a été démocratiquement donné par les Français », c'est l'absolue vérité. Mais personne n'est dupe de la façon dont ce mandat a été obtenu. Ça fait des années qu'il y a un système médiatique, un système idéologique, que tout est fait pour nous présenter Marine Le Pen comme fort sympathique avec ses chats, jusqu'au deuxième tour où on s'en vient nous dire « attention, Radour-sur-Glane et puis le musée de la Shoah, et il va falloir faire attention, vous avez le choix entre le général de Gaulle et un Waffen-SS ». Si vous pensez que ça s'est fait comme ça intelligemment, disant mais moi j'ai proposé une règle du jeu extrêmement sereine. Non, on le sait bien qu'il y a le fantôme d'Hitler et puis qu'il y a le fantôme de Jean-Marie Le Pen et puis que Marine Le Pen est l'hérite de tout ça. On ne peut pas dire que dans ces cas-là on a eu une élection démocratique. Il y a plein de gens qui ont voté contre le candidat qui était en face de lui. Ça ne fait pas un vote pour lui. Et ça fait encore moins un vote pour son projet et son programme. Je rappelle à ce monsieur que dans la Ve République, le chef de l'État est là parce que le peuple l'a posé là. Il lui a dit, la souveraineté, tu l'as de moi. Le peuple, je te la donne, cette souveraineté. Et je te la retire. Alors évidemment, si on dit la souveraineté, c'est on peut être élu avec 2 personnes qui votent sur 3. Le 3e, on n'en a rien à faire. Les autres, on leur met le couteau sous la gorge. Et puis on leur dit, vous aurez une mort sociale si jamais vous votez du mauvais côté. Puis après, vous n'avez pas intérêt à dire que vous avez voté Rassemblement National si vous êtes prof de fac, si vous êtes journaliste, si vous êtes acteur, si vous êtes comédien, si vous êtes même épicier, boucher ou je ne sais quoi, parce qu'il y a une espèce de terreur qui est pratiquée en France qui ne rend pas le climat serein et la démocratie ne s'exerce pas de manière sereine. On vote pour qui on veut, pour des programmes et pas pour des fantasmes. Là, actuellement, on ne vote que pour des fantasmes. Et Macron ne veut qu'une seule chose, c'est la feuille de route de l'Europe. Ça n'est que ça. Lui, il dit, vous avez vu, il en arrive à le dire lui clairement. Au moins, avant, ils avaient le cynisme qui leur permettait d'agir dans le même sens, mais au moins, ils enveloppaient tout ça avec du papier cadeau. On n'est pas loin de Noël. Et là, il ne va pas dire, non, de toute façon, il faut voter pour l'Europe de Maastricht et pour le système maastrichtien, pour l'État maastrichtien. Si vous votez contre, vous sortez de l'arc républicain. Donc, vous et rien, c'est pareil. Je ne vous écoute pas. Vous pouvez peser 20 millions. Vous pouvez peser même peut-être 40 millions si vous ajoutez les gens qui ne vont pas voter. 40 millions et rien, pour moi, c'est pareil. J'irai de toute façon. On le sait très bien que de toute façon, la feuille de route, c'est Bruxelles. On le voit bien, par exemple, avec le Mercosur. Ça a été réglé avec Ursula von der Leyen qui a dit j'y vais toute seule, j'ai voté pour. Puis après, elle va dire à Macron, au fait, pour info, la position officielle de la France, c'est que vous êtes pour. Et Macron dit, oh, dans l'État, je ne suis pas pour, etc. Mais il faut arrêter de mentir aux Français et surtout de tenir ce genre de discours. Parce qu'ils ont bien compris, les Français, qu'on leur ment, que tout le monde leur ment, y compris les gens qui sont dans l'opposition. Nous ferons ceci, nous ferons cela, nous sommes pour la démocratie, mais c'est au nom de la démocratie que nous interdisons à des gens de parler, à des chaînes d'exister, à des journaux de pouvoir exister, justement au nom de la démocratie. Nous vous interdisons la parole au nom de la liberté d'expression. Tout le monde a bien compris ça. Michel, un tout petit mot encore, des tractations en cours pour trouver un nouveau gouvernement, le nom d'un nouveau Premier ministre. Le président a lancé des consultations, il a reçu notamment les élus socialistes, parce qu'on sent qu'il tente de décrocher le Parti socialiste du nouveau Front populaire et de la France insoumise. On écoute juste Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Nous avons rappelé que nous souhaitions, pour garantir le changement et faire en sorte que le cap puisse être modifié, que ça devait être un Premier ministre de gauche et que nous ne participerions dans aucun cas à un gouvernement qui serait dirigé par un Premier ministre de droite. Ça doit être simple, ça doit être clair. Enfin, nous avons évoqué le fait que la discussion ne se limiterait pas au seul Parti socialiste. Nous sommes dans une coalition, le nouveau Front populaire, et que donc nous souhaitions que le chef de l'État engage des discussions avec toutes celles et ceux qui sont volontaires pour cela. Voilà pour Olivier Faure. Michel Onfray, Jean-Luc Mélenchon était furax de ce rendez-vous. Il a dit LFI n'a donné aucun mandat à Olivier Faure. Ça peut arriver, la scission PS-LFI ou pas, selon vous ? Je pense que c'est ce que voulait faire Emmanuel Macron il y a très longtemps, quand il a bien compris, lui, qu'il y avait un bloc central, qui était le bloc des Maastrichtiens, qui avait droite et gauche, bien sûr, mais qu'il y avait dans la gauche des Maastrichtiens et des anti-Maastrichtiens, et la même chose à droite. À gauche, je ne sais plus. Enfin, c'est-à-dire qu'on sait bien que, par exemple, un Philippe de Villiers à droite était un souverainiste qui pensait exactement de la même manière que Jean-Pierre Chevènement. Et il y avait une possibilité de réunir ce monde-là. Et qu'il y avait des gens qui, eux, maastrichtiens de droite et de gauche, étaient capables de s'entendre. Il se dit, ils viendront vers moi et puis l'affaire sera réglée. Ça ne s'est pas fait. Peut-être que c'est le moment de faire de telle sorte que le Parti socialiste montre qu'il est socialiste, donc macronien. Les macroniens sont des socialistes, il faut arrêter tout ça. Et que, je ne sais pas, mais il est jupéiste aussi en même temps. Enfin, c'est un même monde, ils ont intérêt à s'entendre s'ils veulent déjà faire un bloc. Alors évidemment, la proposition de la social-démocratie n'est pas la proposition de la France insoumise, qui n'est probablement pas non plus la proposition des écologistes. Mais tout ça est susceptible de s'entendre. Il y a une radicalité chez Jean-Luc Mélenchon qu'il n'y a pas forcément
dans la France insoumise, et qu'il n'y a pas non plus chez les électeurs de la France insoumise. Des gens comme Raquel Garrido ou Alexis Corbière ou François Ruffin sont des gens qui ne sont pas sectaires. Ils ont été écartés. Hein. Ils ont été écartés parce qu'ils n'étaient pas sectaires. On a la formule du sectaire, là, avec Olivier Faure. C'est nous parlons avec tout le monde pourvu que ce ne soit pas des gens de droite. Bon, bah voilà, c'est la formule du sectaire. On est pour la liberté, sauf pour les autres et pour ceux qui ne pensent pas comme nous. Si vraiment on veut s'en sortir, si vraiment on va avoir le souci de la France, il faut se dire, il y a des choses inacceptables dans le nouveau Front populaire, tout ce qui est soutien du Hamas, du terrorisme, etc. Mais il y a des préoccupations sociales qui, moi, m'intéressent. Quand j'entends François Ruffin ou quelques autres là, je me dis, bah oui, sur les questions de société, et pas sociétal, mais Ruffin, en son temps, avait dit le sociétal n'est peut-être pas une urgence, peut-être que le social est plus important, etc. Que ça se discute et que les gens ne soient pas des hystériques en disant c'est tout notre programme ou rien. Non, on est susceptible, rappelez-vous Mitterrand qui avait fait ça avec le programme commun, de renoncer à des choses et puis de dire sur ça on transigera pas, sur ça on transige, sur ça pourquoi pas. Mais là chacun dit c'est moi ou rien et c'est moi le chaos d'une certaine manière. Michel Onfray, la question que pose Jean-Luc Mélenchon, c'est celle de la destitution d'Emmanuel Macron. Il lui dit il faut partir. Est-ce que cette destitution, si elle arrivait, s'il y avait une pression dans la rue, pourquoi pas, à travers des colères sociales, des gouvernements qui tombent en cascade, est-ce que cette destitution, si, encore une fois, je prends beaucoup de précautions et je mets des guillemets, signifierait la fin de la Ve République selon vous ? Non, peut-être même au contraire, la fin de ceux qui tapent sur la Ve République. Je pense que ces gens méprisent la Ve République. D'abord, il y a l'esprit, il y a la lettre. Ça fait bien longtemps que le général de Gaulle aurait démissionné, 5 ou 6 fois, après avoir été désavoué. Emmanuel Macron dit « vous me désavouez, je reste ». C'est le contraire du gaullisme, ça. Oui, mais sur la motion de censure de 62, il n'a pas démissionné, le général. Non, mais après, vous pouvez recomposer. Vous pouvez entendre un certain nombre de choses, parce qu'après, vous avez des référendums qui sont faits sur des choses accessoires, puis des référendums qui sont faits sur des choses essentielles. Après, vous avez la possibilité de faire de l'accessoire un essentiel ou vice-versa. Le général de Gaulle aurait très bien pu dire bon, vous n'avez pas voulu en 69, vous n'avez pas voulu de la régionalisation, je reste quand même. On a bien vu qu'il y a une instrumentalisation des votes dans ces cas-là. Mais je reviens à cette question, Michel Onfray, sur la Ve République. Est-ce qu'elle peut résister ? Est-ce qu'il ne faut pas la rénover tout de même, remettre le peuple au centre des décisions ? On voit bien désormais que les pouvoirs conférés au président de la République sont exorbitants, que le Parlement, en réalité, est assez impuissant, parce que la moitié de l'agenda parlementaire est décidé par le gouvernement. Est-ce qu'il ne faut pas réformer cette 5e ? Garder la 5e, mais la réformer ? Alors moi, je suis pour une révolution radicale en matière de 5e. Revenons à la 5e. C'est-à-dire que cette 5e qui a été coupée, taillée, on a enlevé, on s'est dit avec le traité de Maastricht en 92, la souveraineté n'est plus nationale. Toc, 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 on enlève un petit bout. Et on a aujourd'hui un torchon plein de trous. Donc évidemment, si c'est ça la 5e, ça marche pas. Bien sûr que ça marche pas. D'abord, il faut un homme à la hauteur. C'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Je cherche des hommes qui seraient à la hauteur, des hommes qui pourraient être des femmes. Évidemment, j'en vois pas. Ni Ségolène Royal, ni d'autres. Je pense qu'on pourrait revenir à la 5e, et là, pour le coup, se dire, attendez, il y a la lettre et il y a l'esprit. Le général de Gaulle dit, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est souverain. C'est pas du bricolage en disant, les chefs de parti vont décider, puis des fois, vous avez des socialistes qui disent, il a dit ça, Olivier Faure. Il aurait quand même pu nous en parler. Mélenchon, de toute façon, c'est pas compliqué, son parti, il n'y a pas d'adhérents. C'est extraordinaire. Alors, comment on remet le peuple au milieu Le général de Gaulle, référendum. Et puis, quand on fait voter les gens, on obéit à ce que le peuple aura dit. Si le peuple dit la majorité a été donnée à un parti, et non pas à un groupement de partis, mais à un parti, c'est ce parti qui est majoritaire. Donc on va chercher dans ce parti majoritaire, puisque le peuple en a fait un parti majoritaire, le Premier ministre qu'on nomme, et ça s'appelle une cohabitation. Voilà. Et est-ce qu'il trouve une coalition ou pas, ce Premier ministre, puisque là, a priori, il n'y a pas de parti majoritaire. Eh bien, il se trouve obligé. Le chef de l'État se trouve obligé, et le Premier ministre se trouve obligé. C'est-à-dire qu'on est dans une civilisation aujourd'hui des droits. J'ai droit, si je veux, quand je veux, comme je veux, etc. On a perdu le sens du devoir. Quand on est chef de l'État, on n'a pas que le droit d'utiliser les avions privés, ou etc., etc. On a le devoir d'obéir au peuple. C'est le peuple qui commande. Et le peuple, si on en fait l'économie en disant de toute façon s'il vote mal, on met son vote à la poubelle, on méprise les électeurs en disant les gens qui ont voté ici, c'est rien du tout, ceux qui ont voté là, c'est rien du tout aussi. Ceux qui votent bien, c'est ceux qui votent comme moi. Mais ça s'appelle une dictature. Mmh. Et alors, l'institution de la proportionnelle, est-ce qu'il faut la mettre en place ? Est-ce qu'il faut décorréler les législatives des présidentielles ? Est-ce que de la présidentielle, ce sont des solutions ou pas ? Oui, si, bien sûr, ce sont les solutions. D'abord, la solution, c'est un homme qui respecterait les institutions. Si vous avez à la tête de l'État un homme qui ne respecte pas les institutions, qui ne respecte pas les électeurs, qui ne respecte pas ceux qui ne pensent pas comme lui, c'est problématique. C'est effectivement problématique d'avoir fait une 5e République qui donne tant de pouvoir à un homme quand cet homme est médiocre. Je n'utilise que ce mot-là.
Mais il faut quelqu'un qui ait compris comment fonctionne l'esprit, pas seulement la lettre. Ça commence avec Giscard, ça continue avec Mitterrand, puis ça se termine avec Chirac, qui pense qu'on peut cohabiter. On ne peut pas cohabiter. Ça n'est pas possible. Il y a eu des inversions de calendrier en disant présidentielle, législative, avant, après. Moi, je dis pendant. Le jour où vous votez pour le chef de l'État, vous votez aussi pour vos députés. Et à ce moment-là, et puis on peut même envisager... Le même jour, hein, donc. Oui. Et puis on peut même envisager une proportionnelle avec juste un tour. Ça contraindrait plutôt les gens à penser leur projet avant. Quand le général de Gaulle dit il y aura 2 tours, il dit ça pourquoi ? Pour que le candidat du 2e tour puisse rassembler. Il dit si vous n'êtes pas capable de rassembler avec les partis, vous ne pourrez pas rassembler les Français. Or, il faut rassembler quand on est chef de l'État. Et il a raison. Et il dit donc le 2e tour, ça sert à ça. Si on ne parvient pas à rassembler, c'est pas compliqué. Élection présidentielle au suffrage universel direct au premier tour. Au premier tour, celui qui arrive en tête, voilà. Là, ça contraint les gens à éviter de se dire oui, mais c'est moi, oui, mais non, mais si j'y vais, tu me nommeras Premier ministre, mais est-ce que j'aurai un poste ? Oui, mais il faut voir. Ah oui, mais non, dans ces cas-là, je ne vais pas voir là, je vais aller voir celui-ci, etc. Là, à ce moment-là, vous faites de telle sorte que les bricolages se fassent en amont. La seule chose que Mitterrand ait fait correctement, c'est le fameux programme commun. Il a quand même mis autour d'un même programme, le pharmacien du mouvement des radicaux de gauche, Monsieur Faure, je crois à l'époque, ou je me trompe peut-être, mais enfin, et puis le Parti communiste qui à l'époque prenait ses ordres à Moscou, et lui-même François Mitterrand. Quand De Gaulle est capable de mettre autour de la même table toute la classe politique, sauf les collabos, et que Mitterrand est capable de mettre autour de la table toute la gauche, sauf l'extrême gauche, pas les trotskistes de l'époque, etc. Eh bien, on a des hommes d'État qui sont des hommes d'État. Eh bien, qu'on en trouve un autre, je rappelle, ça peut être une femme d'État, qui soit capable de dire, eh bien, on prend tout le monde, et puis on va distribuer les postes. Il est bien évident qu'en 1946, alors que Moscou donne les ordres au Parti communiste, on ne va pas donner les affaires étrangères à un ministre communiste, mais on peut lui donner autre chose, pas forcément l'industrie ni la défense, mais la recherche, l'éducation, le logement, le transport, ou ce genre de choses, ce qu'avait fait François Mitterrand, qui n'avait pas donné de ministère régalien ministre communiste qui l'avait accueilli. Or, le communisme à l'époque, c'était quand même autre chose que ce que c'est devenu aujourd'hui, et Mitterrand y était parvenu. Y a-t-il un homme, une personne, je dirais, qui soit capable de penser en termes gaulliens, en se disant, mais il faut rassembler tout le monde, il faut arrêter la logique de guerre civile. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Pendant ce temps-là, depuis Montevideo, Ursula von der Leyen a conclu les négociations sur le traité du Mercosur. Ça ne veut pas dire qu'il est ratifié, mais ça veut dire qu'elle a conclu les négociations, malgré l'opposition de la France et d'un certain nombre de pays européens. L'Élysée dit qu'il ne s'agit pas de la signature de l'accord. Il y a besoin d'une majorité de pays de l'Union représentant 65% de la population, et la France demande à ce que cet accord ne soit pas validé. On va juste écouter les réactions des agriculteurs. Ils sont évidemment extrêmement inquiets de cet accord du Mercosur. Véronique Le Floch, que vous connaissez bien, vous avez coécrit un livre avec elle. Écoutons ce que dit Véronique Le Floch de la coordination rurale. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est plié. C'est plié et nos politiques ont trop tardé à réagir, à se prononcer, à faire tout le boulot de lobbying auprès des autres États membres pour sauver l'agriculture et soustraire justement l'agriculture de tous ces accords de libre-échange. Aujourd'hui, chacun des États membres devrait être convaincu que l'alimentaire ne s'échange pas contre des produits industriels ou autres. Voilà pour Véronique Le Floch, avec qui vous avez écrit ce livre, Entendrez-vous dans nos campagnes, Michel Onfray. Vous comprenez ce cri d'inquiétude des agriculteurs. Mais alors pas que sur le Mercosur, sur beaucoup d'autres traités de libre-échange qui ont déjà mis à mal nos agricultures. Et puis il y a le problème de l'Ukraine aussi qu'il faut évoquer. Mais bien sûr. Donc on sait très bien que l'Europe est pour l'intégration de l'Ukraine, et l'Ukraine actuellement produit du poulet en quantité et du blé en quantité. C'est-à-dire que quand ils peuvent le produire comme ils veulent, je ne veux pas dire qu'ils ont le droit, eux, de nourrir leur poulet à la dioxine, mais quasiment. Et qu'ils sont sur le marché en concurrence avec les Français qui disent « Ah, mais vous n'avez pas le droit de faire ceci ni de faire cela. » Ici, les paysans sont en train de tailler la haie en dehors des bonnes dates, et on vient les chercher quasiment avec des menottes. Donc, c'est pas normal de dire priorité à l'étranger, priorité à tout ce qui est planétaire, et tant pis si les paysans français crèvent et meurent et disparaissent. Donc, moi, je l'ai dit sur notre plateau, que de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce traité aura lieu, puisque Ursula von der Leyen le voulait et que l'Europe le veut. L'Europe veut la destruction des paysanneries nationales.
nationale. Elle veut instaurer l'industrie, enfin, faire de telle sorte que l'agriculture soit une industrie pour qu'on puisse manger de la viande cellulaire, pour qu'on puisse fabriquer des légumes qui seraient en laboratoire, parce que couche d'ozone, parce que souffrance animale, parce que, enfin, on voit bien le rôle que jouent les écologistes dans cette aventure, rôle d'idiot utile, je ne sais pas, mais enfin, c'est leur projet, mais pas tout de suite. Puis on ne le dit pas comme ça. Les gens qui ont le projet de détruire l'agriculture française, ils ne vont pas vous le dire. Mais ils vont dire on va faire ceci, puis on va faire cela. Madame Ursula von der Leyen a ce projet, effectivement, d'industrialiser l'agriculture planétaire en se disant que crèvent les paysans français si le marché peut se faire sur la planète entière, de sorte que si le blé ukrainien est moins cher, eh bien il envahira l'Europe. Et notre souveraineté alimentaire, Michel Onfray ? Morte. Mais c'est-à-dire qu'on ne pourra pas nourrir les générations futures ? Non, parce que actuellement la souveraineté, c'est pas le problème de ces gens-là, le problème c'est-à-dire de l'Europe de Maastricht. Ces gens-là veulent un marché planétaire. Et puis après, quand ils ont un marché planétaire, ils veulent un gouvernement planétaire. C'est transitoire, l'Europe de Maastricht. Elle est juste faite pour détruire les nations, pour dissoudre les nations. Dissoudre, oui. Oui, comme un acide finalement, hein, détruit tout ça. Puis quand on aura une espèce de vaste soupe, eh bien cette vaste soupe, elle va travailler aussi au gouvernement mondial. C'est déjà un peu le cas. Tous ces gens qui, à Davos, ou qui, dans certains endroits, font des réunions secrètes où les journalistes sont interdits, vous n'avez pas le droit de dire ce qui aura été dit. Vous dites, arrêtez de dire qu'on est complotiste si on dit ce genre de choses. Si vous n'avez rien à cacher, acceptez les journalistes, mettez des caméras. Tous ces gens qui sont là, les gens de Bilderberg, etc., qui ont un projet pour le gouvernement de la planète. C'est drôle, tous ces gens-là, ils ont un projet de gouvernement de la planète. Et les peuples ? À la poubelle, les peuples. Les nations, à la poubelle, les peuples. La patrie, à la poubelle, la patrie. Et si vous dites, ah oui, mais patrie, nation, peuple, c'est pas... Ah, mais vous êtes un fasciste. Vous êtes évidemment un nostalgique de Radour-sur-Glane. Et attention, gouvernement républicain, arc républicain, si vous êtes un nostalgique, si vous êtes Eichmann et la réincarnation d'Eichmann, c'est problématique. Et là, vous dites, oh là là, mais j'ai pas envie de ça, moi, donc je me tais et je ne dis rien. Mais le fonctionnement, c'est ça. Je suis pas par hasard viré du service public. On ne touche pas à l'Europe. C'est effectivement. C'est le totem absolu. Oui, absolument. On peut dire plein de trucs, n'importe quoi, enfin peu importe, je vais pas dire quoi, on va pas se retrouver au tribunal. Mais là, si vous commencez à dire, mais regardez la logique totalitaire de cet État maastrichtien. C'est un État. Il a d'ailleurs tous les signes distinctifs de l'État. Il a un drapeau, il a un hymne, il a une monnaie, il a une devise. C'est un État. Donc c'est un État post-national. Et ces gens-là nous disent, ah, l'État c'est pas bien, la nation c'est la guerre, l'État c'est la guerre. Mais on dit, vous êtes en train de fabriquer une nation, et c'est d'ailleurs la guerre. Vous voyez comment ça fonctionne avec la Russie et avec Poutine. Menace de Poutine, menace de la Turquie, menace de la Chine, menace de l'Iran, menace de partout. C'est pas la guerre, ça. Ça y ressemble étrangement. Et cette Europe qui devait nous préserver de la guerre, elle nous met dans les bras du dieu Mars, qui est le dieu de la guerre. Michel Onfray, parlons du beau, parlons de la paix, avec cette inauguration de Notre-Dame de Paris qui va avoir lieu là dans quelques heures, avec cette cathédrale qui a été ravagée par les flammes en 2019, et puis le travail extraordinaire, et je crois que vous serez d'accord pour le saluer, de tous ces artisans, de tous ces compagnons qui ont fait vraiment un travail absolument merveilleux. On va écouter les Français qui sont très émus, croyants ou non croyants, de cette restauration et cette splendeur retrouvée. Écoutons-les. Heureux, parce que ça a été bouleversant quand on a vu les images à la télé lors de l'incendie, et voir que effectivement 5 ans après, c'est quasiment terminé, c'est un pur bonheur, quoi, tout simplement. Je veux être là pour cette réouverture, même si je ne vais pas pouvoir rentrer, parce que pour moi c'est le symbole de la France. C'est la hâte, mais je suis un peu déçue parce que je pensais la voir de face, tout simplement. Voilà. Mais sinon, je suis contente pour tout le monde, pour toutes les personnes qui étaient là, qui ont veillé, et toutes les personnes qui apprécient les beaux monuments, et les personnes qui aiment Paris et surtout Notre-Dame de Paris. Une grande émotion, hein. On a suivi ça depuis le désastre du début, donc là c'est une très grande émotion. C'est une émotion nationale pour vous qui transcende la religion, parce que c'est d'abord et avant tout un édifice religieux, mais c'est aussi autre chose, Michel Onfray, Notre-Dame de Paris. Oui, bien sûr. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire que voilà un crime sans criminel. On ne sait pas ce qui s'est passé. Un court-circuit. Ouais, court-circuit. Bon. Ouais, on a même parlé d'un mégot. Vous avez vu à quoi ressemble la cathédrale, vous mettez un mégot comme ça sur une poutre qui a 1000 ans, et d'un seul coup, ça met le feu entièrement à la totalité de la charpente. Formidable. Donc je dis juste que probablement, dans un siècle ou deux, ce sera un cold case, comme on dit aujourd'hui, et puis on commencera à faire des recherches, et puis etc. C'est étonnant d'ailleurs, comme on a vite fait classer le dossier en disant c'est un court-circuit. Même le court-circuit, ce serait intéressant de savoir pourquoi il y a un court-circuit, alors qu'il y a des gens dont le métier consiste... Je ferme la parenthèse. Oui, bien sûr, c'est extraordinaire de voir cette cathédrale revenir
à son état presque originaire, parce que moi, je me souviens effectivement de tout ce qui est gris, mais en même temps c'est la patine. Oui, la suie des bougies. La respiration de 1000 ans de gens qui ont prié, c'est des bougies, des cierges, enfin de l'encens, enfin tout ça nappé un peu. Et là, on décape terrible, pourquoi pas. Et avec puis, les nouvelles technologies, à la fois le travail des artisans et les nouvelles technologies. De latex qui permet d'enlever toute cette couche, mais ça s'appelle aussi la patine sur des œuvres d'art, c'est ça. Moi j'ai vu à une époque la restauration de la chapelle Sixtine, il y avait un chantier qui bougeait évoluait. comme ça, et on voyait, alors je suis allé plein de fois, mais je me souviens de la première fois que j'ai vu, évidemment, quand ça marchait au poêle à bois pour élire les papes, etc., c'était sombre, on dit, c'est ça Michel-Ange. Et puis après on a décapé, et puis on a vu ça, la splendeur. C'était incroyable, les couleurs de Michel-Ange. Donc tout ça c'est formidable. Le fameux geste contemporain, puisque j'allais dire Mitterrand, puisque Macron le voulait, il l'a eu, c'est tout le mobilier liturgique qui a été dessiné. Je ne l'ai pas vu. Par des compagnons aussi. Pas toujours, par des artistes aussi. Parce que vous avez un tabernacle, par exemple, qui a été ainsi fabriqué que quand on le regarde, il ressemble à un cercueil debout. Nous verrons tout ça en direct sur nos antennes. Oui, peut-être. Mais je donne mon avis, puisque vous me le demandez. Vous dites, est-ce que vraiment le tabernacle, qui est le lieu de la présence réelle du Christ pour ceux qui y croient, est-ce que ça doit vraiment ressembler à un cercueil debout ? Vous avez l'autel, qui est vraiment le maître-autel. Vous avez une pierre, et vous avez enfin bon, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est une symbolique tout à fait particulière, l'Église. Moi, j'adore la symbolique des églises, ce qui s'y dit, c'est-à-dire la façon dont on les construit, l'orientation, justement, orientation vers l'Orient, vers le soleil, vers la lumière. Moi, je suis un adepte du soleil invaincu. On fabrique cet endroit, et puis là où se trouve le cœur de l'Église, on met l'autel. Et l'autel, c'est vraiment, vous avez la flèche qui s'en va chercher Dieu, et puis Dieu descend, et il est là sur l'autel. Et ce mobilier, il a été dessiné comme, vous savez, des presses buvards, jadis, on avait des trucs comme ça. On se dit, oh là là, mais ça va tomber. Si vous appuyez un peu, etc. Alors vous avez le lieu où on met le corps du Christ, c'est un cercueil, et vous avez l'endroit où on célèbre l'Eucharistie, et c'est probablement un peu branlant. Vous avez un baptistère qui lui aussi est un petit peu branlant. Donc, alors on va pas continuer là-dessus. Non, parlons du beau. C'est l'art contemporain que je défends, par ailleurs, et il y a des artistes qui auraient très bien pu dire autre chose. C'est-à-dire, plutôt que de dire « tout ça est branlant, tout ça est en équilibre, tout ça ressemble là où c'est le lieu de la vie ou de la vie éternelle, éventuellement pour ceux qui y croient, c'est le lieu de la mort puisque c'est le cercueil ». Donc il y a ça. Et après, évidemment, il y a tout le génie français. Des gens qui ont été capables, avec les artisans, de retrouver... C'est pas de retrouver des choses. Oui, c'est ça, voilà. Peintre, oui. Et ce qui est formidable, c'est que ça marche parce que Macron s'en occupe pas, parce que l'État s'en occupe pas, parce que l'argent, c'est de l'argent privé. Emmanuel Macron a donné l'impulsion, il a levé tous les obstacles administratifs. Oui, alors là, pour le coup, on se dit, voilà un exercice qui pourrait s'élargir, oui, comme avec les Jeux Olympiques. On se dit, dès qu'effectivement, il y a une volonté et des gens compétents, là, pour le coup, les Jeux Olympiques, les gens compétents, c'était la police, c'était l'armée, c'était des gens des services secrets, des renseignements, etc. Ici, vous avez des gens qui savent utiliser l'herminette, qui savent utiliser tous les instruments, mais qui vous font des choses magnifiques. Et accessoirement, avec uniquement des dons privés. Et c'est ce que j'avais effectivement dit en disant pas d'argent public, quand il n'y a pas d'argent public, ça rend les choses plus faciles. Et puis quand vous avez un général, feu Georges Lain, hommage au général Georges Lain, qui lui avait dit moi je m'en occupe et puis vous allez voir ça va marcher. On se dit voilà, c'est-à-dire il y a une possibilité. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Quand il y a un chemin, il y a une issue. Et on se dit aujourd'hui, elle est restaurée et vous avez un chef d'État qui dit c'est moi. Mais il a participé. En 5 ans, c'était un exploit. Vous avez vu la cathédrale, l'état dans lequel elle était il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça tient du miracle. Tous ceux qui ont travaillé dans le chantier le disent. Oui, mais toutes les promesses qu'il a pu faire et qui n'ont pas été tenues, on les connaît. Mais là, il est en train de dire que la promesse qu'il avait faite a été tenue par lui, alors qu'elle n'a pas été tenue par lui. Elle a été tenue par le génie français. Oui, mais par le génie français de gens qui savent travailler et qui ont le sens de l'honneur. Les gens qui sont des artisans, qui sont des commerçants, ils ont le sens de l'honneur, de la parole donnée. Si on dit, bon, il faut le faire en 5 ans, on va le faire en 5 ans. On va travailler nuit et jour, et puis voilà. Je trouve qu'il y a une espèce de confiscation de valeurs et de vertus qui sont le contraire des valeurs et des vertus. Et juste sur le côté patrimoine national, je veux dire, bien au-delà de la religion, on ne croit pas, elle appartient à la nation, cette cathédrale. Oui, j'ai entendu dire, parce que le chef de l'État a dit, je vais quand même faire mon intervention, c'est un grand transgressif, donc je vais quand même la faire à l'intérieur. Et là, il nous l'a fait savoir. Elle appartient au monde entier, nous a-t-il dit. Non, elle n'appartient pas au monde entier, elle apparttie à la France. Oui, à la France, oui, mais c'est au-delà de la croyance pure. Oui, mais enfin, elle appartient d'abord, elle est sur le sol français. Elle est sur le sol français, elle a été restaurée avec de l'argent qui vient de l'étranger.
Et en plus de ça, on a eu une cabale contre des gens qui, français, ont donné de l'argent. Et on a dit, ils défiscalisent, etc. C'est vrai qu'ils défiscalisent, etc. Mais que ces gens donnent aussi. Que je ne sais pas combien Libération a donné, combien Le Monde a donné, combien l'Obs a donné. Probablement pas grand-chose, sinon rien. Donc oui, il y a eu une volonté personnelle, particulière. Et quand il y a ça, on s'aperçoit que la France n'est pas complètement morte. Et non, elle est vivante, et bien là, éternelle. Merci beaucoup, Michel Onfray. Éternelle n'irait pas jusque-là. Moi, je le dis. Voilà. Pas l'éternité, le temps qui J'essaie d'être dure. optimiste. Merci à vous pour cette émission Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1.